Bienvenue dans mon émission Les grandes énigmes de l'histoire. Je suis Sabrina de Saint-Ange et aujourd'hui, je vous emmène en Franche-Comté en 1573. C'est une région rurale sous domination de Philippe II, roi d'Espagne. À cette époque, les croyances sont fortes et l'invisible fait partie du quotidien. À l'automne, plusieurs enfants disparaissent aux abords de Dole. Leurs corps sont retrouvés près des habitations, mutilés, partiellement dévorés. L'hypothèse d'un loup est d'abord avancée, mais certains éléments interrogent. Les attaques ont lieu à proximité des maisons. Elles se répètent et leur nature semble inhabituelle. Alors, une autre hypothèse apparaît. Une hypothèse que l'époque considère possible, celle d'un homme capable de se transformer en animal, un loup-garou. À quelques kilomètres de là vit un homme isolé, un ermite. Son nom, Gilles Garnier. Alors, restez avec moi, c'est une histoire réelle que je vais vous raconter, une histoire qui a marqué son temps et troublé les esprits. Voici l'histoire du loup-garou de Dole. À la fin du XVIe siècle, Dole compte environ 7000 habitants. Autour de la ville s'étendent des terres rurales, faites de hameaux dispersés, de champs et de forêts épaisses. La région appartient alors à la couronne d'Espagne, sous l'autorité de Philippe II d'Espagne. Un pouvoir lointain, peu présent dans le quotidien. Et partout en Europe, les tensions sont fortes, les guerres de religion divisent, les repères vacillent et la peur s'installe. Car à cette époque, le diable est de partout. L'invisible fait partie du réel et les sorcières sont traquées. Dans ces campagnes isolées, la forêt n'est pas un refuge, c'est une frontière. Et à l'automne de l'année 1573, les jours raccourcissent. La nuit tombe vite, les chemins disparaissent dans la brume. Les enfants circulent seuls, ils gardent les bêtes, ramassent du bois, passent d'un hameau à l'autre. Et c'est là que tout commence. Le 28 octobre 1573, un enfant disparaît. Elle s'appelle Marguerite et elle a une dizaine d'années. Fille de paysan, elle vit avec ses parents dans un petit hameau aux abords de Dole. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle participe aux tâches quotidiennes. Et ce jour-là, on lui a confié quelques bêtes à surveiller, 2 ou 3 chèvres à la sortie du village. Du côté des champs, là où les terres s'ouvrent sur la lisière de la forêt, un endroit familier, un lieu qu'elle connaît bien. La journée s'écoule, puis le soir tombe. Les chèvres reviennent, elles franchissent l'enclos, elles bêlent, mais Marguerite n'est pas là. Sa mère inquiète, d'abord doucement, puis l'angoisse monte. Elle sort, elle appelle « Marguerite ! Marguerite !» Sa voix se perd dans l'air froid. Aucune réponse. Alors, elle alerte les voisins, et très vite, les hommes se rassemblent. On prend des torches, des bâtons, des fourches. On s'organise. Une battue commence. On fouille les chemins, on traverse les champs, on s'approche des herbes hautes, épaisses, déjà sombres. On appelle encore. Mais la nuit ne rend rien, le silence. Puis, au petit matin du 29 octobre, le corps de Marguerite est retrouvé, à la lisière de la forêt, dans les herbes couchées. Le corps est là, mutilé, partiellement dévoré. Un mot circule. Un loup. C'est un loup qui a tué la pauvre enfant.
Mais quelques jours plus tard, un deuxième enfant disparaît, puis un troisième. Et en l'espace de quelques semaines, la région entière bascule dans l'horreur. Au total, 6 enfants sont tués et partiellement dévorés. À chaque fois, leur corps est retrouvé près des champs, à la lisière des bois, dans ces zones de passage entre les terres cultivées et la forêt. Les hommes des hameaux organisent des battues. On fouille les chemins, on inspecte les grandes herbes, on longe les lisières. On entre dans les bois avec des torches, des bâtons, des fourches. Mais on ne retrouve pas le prédateur, seulement des traces de son passage. Alors la peur change de nature. Au début, on parle d'un loup. C'est l'explication la plus simple, la plus rationnelle, dans un pays où le danger des bêtes sauvages est connu. Mais au fil des semaines, le doute s'installe. Les attaques ont lieu trop près des habitations. Elles se répètent avec une audace qui trouble les habitants. Et surtout, rien n'est vu, rien n'est saisi, rien n'est arrêté. Dans les villages, on change les habitudes, on fait rentrer les enfants avant la tombée du jour, on écourte les travaux, on évite de traverser seul les champs ou les sentiers qui bordent la forêt. Le clergé, lui aussi, entre en scène. La Franche-Comté est alors profondément catholique, rattachée à l'archevêché de Besançon. Dans ce monde où la foi structure le quotidien, où l'invisible n'est pas une abstraction, on ne parle pas seulement de prudence, on parle du mal, du démon, de force à l'œuvre dans le monde des hommes. Et peu à peu, une autre idée s'installe. Une idée ancienne, une idée que, à cette époque, on ne rejette pas. Et si ce n'était pas un loup, mais un homme? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va faire basculer cette affaire dans une dimension bien plus troublante encore.